Alors, j'ai dit pourquoi, à mon avis, pour l'angoisse et la dépression et les dépendances et les autres soi-disant troubles psychologiques, les médicaments sont à éviter parce que ça ne soigne pas et que ça peut abîmer la santé. Qu'est-ce qui est efficace alors? Comment faire pour ne plus être perdu et terrifié parce qu'on se retrouve dépassé par les émotions qu'on ressent? Et je rappelle que c'est tout à fait possible d'être terrifié sans s'en apercevoir si, quand on était enfant, c'était dangereux de montrer qu'on a peur. Donc, comment faire pour ne plus avoir peur parce que nos émotions risquent de devenir insoutenables? Eh bien, si on n'a pas encore eu l'occasion d'apprendre à se calmer nous-mêmes, à gérer nos émotions pour ne pas nous retrouver dépassés, alors ce qui va aider, c'est d'apprendre à faire ça. C'est Pia Melody qui explique le plus complètement, je trouve, pourquoi apprendre ça, c'est indispensable si on veut profiter de sa vie. J'ai trouvé ces ouvrages seulement après avoir trouvé par chance quelqu'un qui a pu m'aider à apprendre ça. Je savais même pas que j'en avais besoin. J'en parle en espérant vous faire gagner du temps au lieu de rester comme moi si longtemps sans en avoir entendu parler. Il y a apparemment un seul de ces livres en français et je m'inquiète qu'il soit peut-être pas très bien traduit puisque je vois déjà une erreur dans le titre qui dit dépendance au lieu de codépendance. Je vais quand même mettre un lien dans la description. Parce que je recommande vraiment son travail. Elle explique très clairement comment les maltraitances, même non intentionnelles des enfants, ça empêche de se développer émotionnellement et comment ensuite, quand on n'a pas développé ça, on s'en aperçoit pas et on n'a pas une vie agréable. Et on est incapable d'aider nos enfants à développer leurs aptitudes et ça continue comme ça de génération en génération. Elle décrit une par une les aptitudes émotionnelles de base, à quoi ça ressemble quand on les a pas et à quoi ça ressemble quand on les a. Je trouve ça vraiment très important à savoir. Je vais mettre aussi un lien dans la description vers une vidéo d'une conférence d'Alan Shore, chercheur en neuropsychologie, qui explique comment les nouveau-nés, lorsqu'ils sont avec leur mère, apprennent instinctivement à gérer leurs émotions en prenant pour modèle la façon dont leur mère reste calme et attentive et affectueuse avec eux. C'est automatique, c'est de l'apprentissage instinctif. Mais si notre mère n'a pas eu l'occasion d'apprendre ça elle-même, si elle n'a eu personne pour lui servir de modèle, ça se comprend qu'elle n'ait pas pu nous fournir ce modèle. Et dans ce cas, ce qui va aider, en tout cas une des possibilités, c'est d'apprendre avec quelqu'un d'autre qui sait faire ça, quelqu'un qui peut nous fournir ce modèle, pendant suffisamment de temps, suffisamment de répétitions, pour qu'on puisse apprendre à gérer nos émotions par le même processus instinctif qu'on aurait utilisé quand on était bébé. Mais là, une difficulté, c'est de trouver quelqu'un qui sache faire ça. Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas grand monde qui ait eu ce modèle de façon suffisamment complète pour pouvoir rester calme face à nous, quel que soit le sujet dont on parle. Et même si nous, on ressent des émotions très fortes. Ce que je vois, c'est plein de gens qui sont calmes la plupart du temps, sauf quand on aborde des sujets qui les dérangent. Et si nous, c'est justement un de ces sujets-là dont on a besoin de parler, eh ben ça marche plus. Et c'est pas tout, parce que ça ne suffit pas d'avoir avec nous quelqu'un qui reste calme. Il nous faut aussi quelqu'un qui soit attentif à nous, qui soit intéressé par ce qu'on ressent, et quelqu'un qui nous voit comme un égal, qui nous reconnaît comme autant digne de respect que lui-même ou elle-même. C'est ce que Carl Rogers, le fondateur de la thérapie centrée sur le client, a appelé accepter quelqu'un sans condition ou la considération positive inconditionnelle. Marshall Rosenberg a été l'élève de Carl Rogers et il s'est inspiré de ses idées pour créer la communication non violente. Des études comparatives ont montré il y a déjà longtemps qu'en psychothérapie, c'est cette attitude de respect et d'intérêt sincère qui détermine le plus le succès. Ce qui me paraît logique puisque c'est très proche de l'attitude instinctive d'une maman pour son bébé. Et il est nécessaire que cette personne perçoivent ce qu'on est en train de vivre, comprennent comment nous, on vit la situation dans laquelle on se voit à ce moment de notre vie. Et il est nécessaire aussi que cette personne, par sa présence, rende clair le fait que ça se comprend tout à fait, qu'on ressente ce qu'on ressent, étant donné comment on voit notre situation. Et que c'est normal d'avoir les pensées et les émotions qu'on a, et que quelqu'un d'autre à notre place pourrait tout à fait vivre ça de la même façon que nous, on est en train de le vivre. Encore une fois, c'est comme le bébé avec sa maman. Si le bébé est joyeux et enthousiaste, la maman va répondre en montrant de la joie et de l'enthousiasme. Elle va sourire et exprimer de la joie sur son visage. Et exprimer de la joie par les sons qu'elle fait.
Oui, t'es joyeux. Et en faisant miroir comme ça, elle permet au bébé de se rendre compte qu'il est compris, vu et entendu. Ce qui donne au bébé le sens que le monde est un endroit sûr, où les gens ont de l'affection pour nous et où on a tout loisir de s'amuser et d'être joyeux et de prendre plaisir à vivre. Pareil si le bébé ressent de la douleur ou de la gêne. La maman s'aperçoit de ça et montre avec son visage et avec sa voix et avec les mouvements qu'elle fait qu'elle comprend ce qui se passe et qu'elle est préoccupée, et aussi elle agit pour remédier à ce qui provoque la douleur. Ça fait mal? Ah, c'est ta dent qui sort? Ah oui, ça fait mal, hein? Et elle prend le bébé dans ses bras et elle le tient contre elle, ce qui le calme. Quand le bébé voit que la maman reste calme, c'est rassurant parce que, encore une fois instinctivement, pas besoin que le bébé en soit conscient, il se dit « bon bah c'est qu'il ne doit pas y avoir autant de danger que ça alors ». Et du coup, il est plus calme et la douleur le dérange moins. Et avec un adulte, c'est le même genre de réponse qui calme, sauf qu'on ne parle pas comme à un bébé. Lorsque quelqu'un voit ce qu'on est en train de vivre et que cette personne sait comment on se sent dans ce genre de situation et qu'elle nous fait voir qu'elle comprend tout en restant calme, et bien ça nous calme. Le fait de voir qu'on est compris et qu'on n'est pas tout seul, ça réconforte. Mais si la maman panique lorsque le bébé commence à pleurer à cause de la douleur, de sa dent ou d'autre chose, alors là, ça va pas être rassurant, ça va être le contraire. Et ça va pas aider le bébé à apprendre que la douleur peut se supporter parce que c'est bientôt fini. Au lieu de ça, si la maman réagit avec de la peur ou qu'elle est fâchée, ou qu'elle ne réagit pas et ignore le bébé, ou si elle pense que le bébé exagère, ou qu'il est trop sensible, ou qu'il est difficile, alors le bébé va se retrouver encore plus effrayé et dépassé, et il ne va pas progresser vers apprendre à gérer ses émotions. Donc, ce qui va nous aider, c'est quelqu'un qui non seulement comprend ce qu'on ressent, mais aussi qui reste calme et attentif à nous pour qu'on ait l'expérience que c'est pas un problème de ressentir ce qu'on ressent. Et comme ça, on est rassuré et au bout de plusieurs fois, suffisamment de fois, on s'habitue et on en arrive au point où on s'attend à ce que nos émotions restent supportables. Et là, on ne voit plus de raison d'avoir peur parce qu'on ne se retrouve plus complètement dépassé et perdu. On voit qu'on arrive à garder le contrôle de nous-mêmes et on est calme. Et c'est comme ça qu'on apprend à gérer nos émotions. Moi-même, j'ai fait cet apprentissage il y a 2 ans, à 50 ans. Ça a pris plusieurs mois, mais c'était vraiment nécessaire. D'abord, il m'a fallu 2 semaines à parler chaque jour pendant une bonne heure, rien que pour commencer à être soulagé et pour ne plus me retrouver dépassé par l'angoisse. Et ensuite, c'est au bout de 4 mois que j'ai pu me calmer suffisamment moi-même pour ne plus avoir besoin que quelqu'un m'aide. À mon avis, c'est comparable au temps que ça met à apprendre quand on est bébé. Et je dis la maman, mais ça peut aussi être le papa, c'est souvent parce que c'est la maman qui est là. Et maintenant, je suis tellement soulagé, tellement plus libre, ça fait une énorme différence dans ma vie. C'est pour ça que si vous en avez besoin, je recommande de le faire. Et si pour moi ça a été possible à 50 ans, je pense que c'est possible d'apprendre ça à n'importe quel âge. Ça fait une telle différence de plus avoir besoin de quelque chose d'extérieur pour se calmer. De plus avoir besoin d'une distraction comme la télé ou internet ou des romans, ou comme fumer ou boire ou dépendre de quelqu'un d'autre. C'est un tel soulagement d'arriver à se calmer et de plus être pris dans l'angoisse ou la honte. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre entourage, un ami ou de la famille qui peut faire ça pour vous, vous aider de cette manière, alors super, il n'y a plus qu'à. Mais si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'apprendre ça, j'imagine que c'est parce que vous n'avez pas quelqu'un comme ça autour de vous. Comme moi, j'ai pas eu non plus. Alors dans ce cas-là, la deuxième possibilité, logiquement, c'est d'aller voir un psychothérapeute pour se faire aider à apprendre ça. Puisque c'est leur métier, on est d'accord, de nous aider à nous soulager quand on a de l'angoisse par exemple. Mais personnellement, et aussi d'après ce que j'entends des gens que je connais et sur les forums sur internet, je constate que c'est difficile d'en trouver un qui soit capable d'aider. Déjà, c'est difficile d'en trouver un qui sache que l'angoisse peut venir de ne pas avoir appris à gérer ses émotions. Et ça, je trouve que c'est un gros problème. C'est pour ça que j'en parle, pour que ça change. Et pour que quand quelqu'un souffre d'angoisse ou de dépression ou d'une dépendance quelconque ou de toutes ces soi-disant maladies mentales dont on entend parler, schizophrène, bipolaire, etc.,
eh bien que ça soit facile de trouver de l'aide efficace, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Le fait est qu'il y a des millions de gens qui souffrent de ça. Tous les millions à qui on prescrit des antidépresseurs déjà. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas déjà guéri tous ces gens? Pour moi, ça montre clairement que les remèdes utilisés par la grande majorité des psychothérapeutes ne marchent pas. Je ne dis pas tous, la plus grande partie. Et ça ne marche pas parce que ces remèdes sont basés, à mon avis, sur une compréhension erronée de ce qui ne va pas. Quand j'avais cette angoisse très forte, j'ai fait le tour de tous les psys du coin pour trouver de l'aide. J'habite en province, ça fait une vingtaine. J'ai trouvé personne capable de m'aider. Un des psychiatres, qui s'est pas énervé, parce que j'ai vu ça aussi, elle m'a conseillé de faire un voyage pour me changer les idées. On croirait une blague. Ou d'aller raconter mon histoire à une des psychologues de l'établissement parce qu'elles sont jeunes et jolies et que ça me ferait du bien. C'est ça le niveau. Un psychiatre chef de service. C'est tragique parce que pendant ce temps-là, les gens qui vont là-bas, ça les aide pas. Et pour beaucoup, je pense qu'on les met sous médicaments. Et en plus, j'imagine qu'ils n'ont pas l'idée de chercher de l'aide ailleurs parce qu'ils se disent qu'ils sont déjà pris en charge par des professionnels tout à fait qualifiés. Quel gâchis. J'ai cherché sur internet aussi, sans plus de succès. Bon, c'est vrai, il y a 2 ans, je ne savais pas ce qui allait m'aider. Mais même depuis, pour un ami, j'ai cherché des gens qui connaîtraient la technique de Peter Levine pour contrebalancer les souvenirs implicites. Et j'ai parlé à Paris avec des praticiens de Somatic Experiencing, c'est le nom du principal ensemble de techniques que Peter Levine enseigne. Et j'ai trouvé personne à recommander. Et c'est pareil aux États-Unis. Là-bas, c'est difficile de trouver aussi. J'écoute le podcast Shrink Rap, où j'entends des interviews de plein de psys, 5 ou 600 aux États-Unis et au Canada. Et c'est les mêmes problèmes qu'en France, en Belgique, en Suisse, partout les pays francophones. J'ai une vidéo sur ce que dit un psychiatre connu, Christophe André. Et j'explique pourquoi, à mon avis, les idées sur lesquelles il base son travail sont bourrées d'erreurs et de contradictions. Attention, je ne dis pas qu'il a tout faux et qu'il aide personne, seulement qu'il y a tellement mieux qui existe. Et je pense que lui-même serait heureux de connaître et d'appliquer ces méthodes beaucoup plus efficaces. Et je relève des exemples qu'il donne de sa vie personnelle pour montrer qu'apparemment il souffre et qu'il a besoin d'aide lui-même. Et que donc il n'est pas en mesure d'aider efficacement les gens qui viennent le voir. Pour vous dire, il dit que des fois, il se retrouve tellement dépassé par ses émotions qu'il part et il va se réfugier dans un monastère. Si ça montre pas qu'il n'a pas encore appris à gérer ses émotions, et je vois pas comment on peut aider les autres efficacement sans avoir appris ça soi-même. Alors, j'ai rien contre lui, personnellement, je le connais pas, j'ai jamais parlé, c'est juste un exemple sur lequel je suis tombé, que je prends pour montrer à quel point on marche sur la tête. Et pour que les gens s'aperçoivent qu'il y a un gros problème à régler là. Et c'est pas un cas isolé. D'après ce que je vois, c'est la grande majorité des psychothérapeutes, psychiatres, psychologues qui est comme lui. Déjà, tous ses collègues à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, et tous ceux qui vont au même congrès et aux conférences que lui, et tous ses collègues qui l'entendent à la télé ou à la radio ou bien qui lisent ses livres, comment ça se fait qu'ils disent rien et que depuis toutes ces années, lui, il continue à souffrir comme ça, et il continue très publiquement à dire du bien des méthodes qu'il utilise, qui, il le dit lui-même, ne le soulagent pas lui. Vous pensez que tous ces autres psys s'aperçoivent qu'il est à côté de la plaque, mais ils disent rien? Non. À mon avis, ça montre que presque tous, ils souffrent des mêmes déficiences émotionnelles que lui, c'est le cas pour presque tout le monde, il me semble, et ils s'en aperçoivent pas plus que lui. Alors, quand les gens qui sont censés aider les autres souffrent eux-mêmes de la même chose, et qu'ils n'arrivent pas à s'aider déjà eux-mêmes entre eux, comment vous voulez qu'ils puissent vous aider vous quand vous allez les voir? Alors oui, ils peuvent vous aider un peu, mais oui, c'est là où on en est à ce que je vois. Encore une fois, j'attire l'attention là-dessus pour qu'on s'aperçoive qu'il y a ce gros problème et qu'on puisse le résoudre. Et enfin, réussir à soulager efficacement tous ces millions de gens qui souffrent d'angoisse, de dépression, qui sont accros à ceci ou cela parce que ça leur apporte un peu de soulagement, ou bien qui en peuvent plus et ça fait ce qu'on appelle les schizophrènes, psychotiques, etc.
Si vous pensez que je me trompe ou que j'exagère, eh ben, je vous invite à venir me dire pourquoi dans les commentaires de cette vidéo. Si je me trompe, je voudrais le savoir. Alors, je dis pas que tous les psys sont comme ça, je dis seulement que malheureusement, je vois que c'est très difficile de trouver quelqu'un qui sache aider efficacement. Donc, c'est pour ça que je parle des techniques qui, d'après ce que je vois, sont efficaces pour que ça devienne plus facile à trouver. Mais si vous trouvez quelqu'un qui vous aide efficacement à atteindre le plaisir de vivre dont je parle, très bien, profitez-en. Bon après, une autre solution que d'aller voir un psy, c'est les groupes comme Alcooliques Anonymes. Là, apparemment, c'est plus facile de trouver du soulagement parce qu'on est dans un groupe avec d'autres personnes qui ont ou qui ont eu les mêmes difficultés et au moins ils écoutent. Et ça aide à apprendre à gérer ses émotions. Ça fait comme Alan Shore explique pour le bébé avec la maman. Mais malheureusement, d'après ce que je vois, là aussi c'est difficile de trouver suffisamment de cette aide. Parce qu'il me semble que le but principal dans ces groupes, c'est de vous aider à arrêter de boire si vous buvez, ou arrêter une autre drogue ou dépendance suivant le groupe. Leur but principal, c'est pas de nous aider à développer les compétences émotionnelles qui nous manquent. Alors, si vous le faites dans un groupe comme ça, c'est par chance, pas parce que c'est prévu pour ça. C'est pas quelque chose qui est pris comme objectif. Donc, c'est pas du tout sûr qu'on apprenne ça en participant à ce genre de groupe. Et après, il y a le problème que dans beaucoup de groupes comme ça, il y a le côté que je trouve vraiment néfaste dans la religion, où on vous demande de vous soumettre à une puissance supérieure. Pour moi, ça va à l'encontre de l'estime de soi. J'en parlerai plus la prochaine partie, parce que l'estime de soi, l'amour-propre, donc s'aimer soi-même, c'est l'autre grande compétence émotionnelle à avoir, d'après Pia Mellody, et aussi d'après ce que j'ai pu constater dans ma propre vie. Donc, dans un groupe comme ça, je pense qu'on peut trouver du soulagement, et je suis content qu'ils existent parce qu'ils aident plein de monde, mais je trouve que c'est pas forcément suffisant pour vraiment tirer les gens d'affaire. Encore une fois, je dis pas tous. Si vous trouvez un groupe dont vous êtes satisfait, super, allez-y. Voilà, apprendre à gérer nos émotions, c'est essentiel, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on peut apprendre tout seul. En tout cas, moi, il a fallu que quelqu'un m'aide. L'amie d'un ami, comme j'ai expliqué plus tôt, qui avait jamais fait ça, mais elle voulait aider et elle a été très efficace. Si vous avez la chance incroyable comme j'ai eu de tomber sur quelqu'un comme ça, foncez. Et sinon, ce que je propose, c'est de faire moi pour vous comme mon ami a fait pour moi. Maintenant que je comprends à peu près comment ça marche et que j'arrive à gérer mes propres émotions, je peux vous aider. Depuis 2012, je fais de l'écoute empathique en utilisant ce que j'ai appris de la communication non violente. Mais jusqu'à l'année dernière, j'étais souvent pas assez efficace parce que je me retrouvais dépassé par mes émotions. Alors je continue à progresser parce que ça m'intéresse de comprendre pour pouvoir faire ce que Marshall Rosenberg appelle contribuer à la vie. Mais déjà, en utilisant le savoir et les techniques dont je parle ici, je peux aider pour l'angoisse, la dépression, les dépendances, etc. Toutes ces manifestations des traumatismes de l'enfance, à mon avis. Et à l'avis de Pia Mellody et plein d'autres gens. Donc, vous pouvez me contacter, voyez la description, c'est une possibilité de plus. Et je propose quelque chose d'inhabituel, qui est que si ça ne vous aide pas, vous ne payez pas. Ça me paraît plus logique que ce qui se pratique habituellement. Ce que je demande, c'est que si au bout de plusieurs fois, vous voyez que ça va vraiment mieux, que vous êtes soulagé, alors vous faites un don, en fonction de ce que vous pouvez. Comme ça, moi, ça me permet de mettre mon temps pour faire ça, que je trouve très utile, plutôt que d'aller faire autre chose où j'ai pas l'impression de contribuer autant à rendre la vie plus merveilleuse pour tout le monde. Et si je choisis de travailler comme ça, c'est aussi parce que quand moi j'avais besoin d'aide, j'avais très peu d'argent, et ça me semblait pas logique de dépenser pour des séances sans être sûr que ça va être efficace. Et aussi, avec la peur que j'avais, qui me venait de mon enfance, les souvenirs inconscients avec mon père où je pensais qu'il risquait de me tuer, cette peur se réveillait à chaque fois que je voyais un risque de faire la moindre erreur. Et pour moi, c'était un gros risque de payer et ensuite de ne pas avoir de résultat. Donc j'avais peur et ça me rendait très difficile de me faire aider.
Donc je travaille comme ça pour que ce genre de peur soit pas un obstacle pour trouver de l'aide. Parce que je pense pas être le seul à avoir ce genre de peur de faire des erreurs, ce qu'on appelle le perfectionnisme ou aussi la procrastination. C'est tout à fait compréhensible d'avoir ce genre de peur quand, lorsqu'on était enfant, on risquait sa vie si on faisait une erreur au mauvais moment. Mais faites une recherche avec perfectionnisme ou procrastination et voyez si vous trouvez cette explication. Moi, ça m'a pourri la vie pendant en gros 50 ans avant de trouver que ça venait de ça. Donc, si je fais ces vidéos et des podcasts pour faire connaître ces explications et ces techniques qui m'ont aidé, c'est parce que j'ai vraiment envie de vivre dans un monde où les gens sont libérés de tous ces problèmes. Parce que je pense que ça va être formidable. Imaginez, tout le monde avec l'esprit clair. On n'a plus peur les uns des autres. Tout le monde heureux de vivre, qui s'aime soi-même. Disponible pour réaliser ensemble tous les projets qui nous font plaisir. Moi, je trouve ça merveilleux et c'est à ça que je veux travailler. Je veux aider d'autres personnes à se former, qui ensuite aideront d'autres à se former pour qu'on soit de plus en plus à savoir comment aider encore plus de gens à se libérer de toutes ces blessures émotionnelles qu'on subit quand on est enfant parce que le monde n'est pas encore comme ça. Voilà pour cette partie. Si vous avez des commentaires, laissez-les ci-dessous s'il vous plaît et on en discute.